Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec Guillaume. Toujours là. Et on se retrouve pour le chapitre 27, soit le 6e chapitre de Eddard. C'est parti Guillaume, tu peux commencer à faire le résumé. Ok, donc dans ce chapitre on retrouve Ned, qui doit s'assurer de la gestion du tournoi de la main et doit aussi s'assurer de la sécurité de Port-Réal devant la montée de criminalité qui est liée à l'afflux de visiteurs à la capitale. Donc ça fait chier Eddard parce qu'il a jamais demandé ce tournoi qui est surnommé le tournoi de la main. Le langage s'il te plaît. Ça ennuie Eddard. Ça l'ennuie. À la suite de ce conseil, Ned en profite pour se replonger dans la généalogie des grandes maisons, qui, on le rappelle, est le dernier livre emprunté par Lord Jon Arryn, mais en vain, il ne trouve aucune réponse à ces questions. Et par ailleurs, les investigations des derniers contacts de Jon Arryn fournis par Littlefinger se révèlent peu fructueuses, mais il se décide quand même à suivre la piste d'un maître armurier chez qui Jon Arryn et Stannis Baratheon auraient rendu visite. Et chez cet armurier, Ned va faire une découverte très inattendue. Donc chez Tobomot, l'armurier, il a pour apprenti un certain Gendry, que Ned va rapidement identifier comme un des fils illégitimes de Robert. Je pense que c'est un des meilleurs résumés depuis le début du podcast. C'est incroyable celui-là. C'est-à-dire que tu cites super bien l'action, et en même temps tu révèles rien de ce qui se passe à l'intérieur. Vous entendez peut-être le bruit des clapements du vent. Ça fait plaisir. Donc, comme tu l'as dit, le chapitre débute par un plaidoyer de Janos Flint. Donc, on comprend que c'est le commandant du guet de Port-Réal, qu'on avait déjà rencontré lors de la visite de Catelyn à Port-Réal. Elle s'est fait escorter par des membres du guet avec leur manteau doré. Ah oui, mais il me semble qu'on n'avait pas rencontré Janos Flint en personne. Non. Ouais. Et donc, Janos Flint se plaint des conséquences néfastes qu'a eu l'annonce du tournoi de la main, ou tournoi du roi, comme le fait rappeler Ned. Il faisait une chaleur extrême à Port-Réal, comme le maître Pycelle l'avait expliqué dans le chapitre précédent, qui était un peu moins chaude que cet été grandissant de, je crois que c'était sous Maekar Ier. Mais déjà beaucoup d'incidents avaient eu lieu. En plus de cela, fallait-il rajouter l'arrivée des nombreux chevaliers, donc comme tu l'as dit Guillaume, qui seraient présents au tournoi de la main, et donc toute l'organisation que ça demandait en fait. Janos Flint demande donc plus d'hommes afin de maintenir l'ordre à Port-Réal, ce que Ned accepte. Il charge Littlefinger de financer les nouveaux gardes du guet, en plus des hommes de sa propre maisonnée qu'il confie à Janos Flint jusqu'à la fin du tournoi. Ned se plaint alors d'être associé à cette pitrerie, comme il l'appelle, et toutes les dépenses qui sont associées. C'est vrai que là, Ned, il a dû céder à Robert, hein. Il a organisé le tournoi, quoi. Je pense qu'il avait vraiment pas le choix. Il avait l'air bien décidé à le faire, ce tournoi. Mais selon Pycelle et Littlefinger, c'est ce genre de tournoi qui assure la prospérité du royaume et veille au bon fonctionnement de la ville, surtout des putains, en ce qui concerne Littlefinger. Et d'ailleurs, à la mention de ce corps de métier, Renly nous apprend que son grand frère, Stannis, a voulu un jour interdire les bordels, et il se moque même de lui en disant que Stannis devait rejoindre le lit conjugal comme un devoir. D'où serait d'ailleurs né, je cite, son laideron de fille. Donc on apprend plusieurs choses, déjà. Que Stannis, ça a l'air d'être un homme d'honneur, semble-t-il. Ouais. Et qu'il a une fille. C'est ça. Bon, alors, un homme d'honneur déjà qui attache beaucoup d'importance à ses devoirs. Ça, on le comprend dans tout le chapitre, hein. Ouais, quelqu'un, plus que de devoir, il a l'air d'être typiquement le rabat-joie, aussi. Quelqu'un d'assez raide. Raide, rabat-joie, tu peux pas, ça se voit, c'est pas avec lui que tu vas faire des blagues de cul, hein. Je pense, c'est pas avec lui que tu vas faire des blagues de cul, clairement. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison, c'est pas que de l'honneur. Enfin, je pense qu'on dit qu'il a de l'honneur, mais c'est plus que de l'honneur, c'est vraiment la dureté, de la raideur, voilà. Voire même un peu de la froideur. Genre Ned, mais fois 1000, genre. Ned, en Ned encore plus,
C'est-à-dire que Ned, il a quand même une certaine chaleur envers ses enfants, Ouais. par exemple, alors que Stannis, on a l'impression qu'à ce moment-là et tout, il est vraiment franc envers tout le monde. Ouais. Et donc, tu l'as dit, Guillaume, qu'il a une fille. Alors, est-ce que tu as regardé les appendices par rapport à cette fille? Ah, j'ai regardé l'appendice plusieurs fois, mais j'ai oublié de le regarder pour la fille de... Donc, elle s'appelle Shoren et elle a 9 ans. C'est ça. 2 secondes, je vais juste enlever ça. Voilà. Donc, Shoren, 9 ans, alors que Renly qualifié de laideron. Donc, c'est un peu méchant qu'il Ouais, ait c'est une pas très petite fille de gentil. 9 ans, sachant qu'en plus, on sait que Renly, pardon, accorde beaucoup d'importance à la beauté, donc il a qualifié de laideron, ça marque encore plus. Putain, c'est sa nièce en plus, non? Ouais. Oh putain, c'est un connard. Et, alors, est-ce que t'as noté à qui est marié, Stannis dans l'appendice? Je sais qu'elle s'appelle pas Florent ou un truc comme ça. Si. Son famille, elle vient de la Ah maison oui, Florent. Florent. Et c'est Lady Célise. Voilà, c'est l'île de la maison Florent. Alors, la maison Florent, est-ce que tu sais de qui c'est une maison vassale? J'ai pas regardé. Excuse-moi, Guillaume, Ah. hein, parce que franchement, pour Ouais. lancer truc et tout, Donc ce serait une maison vassale des Tyrell. c'est ça. Donc, bon, Stannis est lié par sa femme Tyrell. On rappelle que Stannis est parti pour perdre Dragon peu après le départ de Robert pour Winterfell, et Ned s'interroge sur sur la date de retour de celui-ci dans le conseil restreint. Ned rentre dans ses appartements assez irrité. Il demande à Arwyn, un des gardes, et le fils de Hulen. Donc ça, c'est dans les appendices. On sait que Arwyn, c'est un des gardes de Ned, c'est le fils de Hulen, et Hulen, est-ce que tu te rappelles son rôle? C'est pas le palefrenier. Non. Non. Hulen, c'est le grand écuyer de Ned. Mais c'est pas un palefrenier, ça? Non, un grand Oui. écuyer, c'est l'écuyer par exception, tu vois. Ouais. C'est vraiment celui qui aide Ned. Voilà. Ah oui, d'accord, oui. Et donc, il demande à Arwyn de demander Jory de venir. En attendant, Ned étudie le bouquin qu'avait emprunté John Arryn la veille de sa maladie, c'est-à-dire la généalogie et l'histoire des grandes maisons de cette couronne. Est-ce que tu te rappelles par qui il a été écrit? C'est marqué dans le chapitre. Pas Maléon ou un truc comme ça. Exactement. Par le grand maître Maléon. Bien que rébarbatif, comme annoncé, Ned se doute qu'il doit y trouver quelque chose, un détail qui a amené John Arryn à l'emprunter, qu'il y a sans doute une importance à cet emprunt. Donc nous, on s'était dit que c'était par rapport à la famille, forcément, parce que les derniers mots de John étaient, rappelle-le Guillaume. La graine est vigoureuse. C'est ça. Donc forcément, ça doit avoir un lien avec ce livre qu'il a emprunté. Et surtout, bon, alors, on va le voir à la fin du chapitre, mais il y a quand même, tu vois que John Arryn accorde beaucoup d'importance à la recherche de la famille, en fait, en tout cas, avant sa mort, en tout cas. Il se rend, Ned, pour une 100e fois au chapitre concernant les Lannister dans ce livre, et on nous confirme, parce qu'en fait c'était déjà dit dans les appendices qu'on a lu, Guillaume et moi, que les Lannister descendraient d'un personnage qui s'appellerait Lann le Futé, et qui a existé durant l'âge des héros au même moment qu'au même moment où les Stark étaient encore les rois du Nord. Et ce Lann le Futé serait aussi mythique, voire plus, que Brandon le Bâtisseur. Donc Guillaume, est-ce que tu peux expliquer ce qu'aurait fait ce Lann le Futé? Bah en fait, il était pas du tout descendant de la plus noble famille de l'Ouest visiblement. Et visiblement à Castral Rock, il y avait régnaient les Castrales, qui sont dits dans le texte comme les Castrales authentiques. Et il aurait réussi à s'approprier la fortune des Castrales et tout leur héritage par la roublardise. Ouais. On sait pas trop comment il a procédé, mais il doit bien tenir son nom. Il devait avoir pas mal de stratagèmes, etc. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, ouais, c'est vrai que sur Lann le Futé, on n'a pas plus d'informations par rapport à lui, mais ce qu'il a fait, c'est pas mal, hein. Ouais. Prendre toute la fortune, les terres, l'héritage des Castrales et la transférer à sa propre famille, assez roublard. Assez futé. Lorsque Jory entre dans la pièce, Ned le charge de mettre 20 de ses gardes, donc comme il avait dit dans le conseil restreint, au service du guet,
en mettant Aline, un de ses gardes, à leur tête. On apprend qu'il a chargé Jory de retrouver les 4 personnes qui étaient au service de Lord Arryn et qui se trouvent encore à Port-Réal, dont le dernier qui est un palefrenier. Celui-ci est maintenant un garde, selon Jory, mais comme les 3 autres, selon eux, son témoignage n'avait aucune importance à entendre. L'écuyer de Jon Arryn, à présent Sieur Chevalier, Sir Hugues Duval, donc on en avait déjà parlé dans le précédent chapitre, je crois. Ouais. C'était l'écuyer de... Ouais, c'est ça. L'écuyer de Jon Arryn, ouais. S'était montré assez hautain avec Jory et il n'avait pas pu l'interroger. La servante nous apprend que Jon Arryn lisait plus que de raison, donc sûrement le livre du grand maître Maléon, l'histoire et la généalogie des 7 couronnes, et le cordonnier, qui est un ancien échanson. Donc Guillaume, tu sais ce que c'est un échanson? Je l'ai vu dans la série là. C'est en gros c'est le garçon de table, ou enfin qui vient servir le vin et tout. Exactement. Donc cet ancien échanson avait plein de ragots sur Jon Arryn. Et en fait, typiquement, tu vois que c'est un genre de foutoir d'informations où sûrement il y a un détail important qui s'y cache pour le lecteur, quoi. C'est-à-dire qu'il balance tellement de trucs, mais tu dis que parmi toutes ces informations, il y a sûrement quelque chose qui est important. Donc, moi, ce que j'ai noté de ce que j'ai noté de plus important, mais après je peux me tromper, hein. Premièrement, il s'était disputé avec le roi. Donc on sait pas la raison, mais en tout cas, il y avait une friction entre Robert et Jon Arryn. Deuxièmement, Jon Arryn a envoyé son fils à Père Dragon chez un père adoptif. Donc, on sait pas trop qui c'est, ce père adoptif. Très probablement Stannis, parce qu'il y a qui d'autre à Père Dragon? Justement. Sûrement c'est Stannis, c'est ce que j'ai noté aussi. Mais il y a aussi des maisons vassales de Père Dragon. Alors, Père Dragon, c'est une terre, ça c'est des appendices. Et Père Dragon, c'est l'île des Targaryens, c'est l'île Targaryen par excellence. Et cette île Targaryen, en fait, a des maisons vassales. Donc, alors, elles sont les appendices, donc je te les cite, Guillaume, ou tu peux les citer. Vas-y, je te laisse les citer. Non, vas-y, t'inquiète. C'est chez les Targaryens? Ouais. Non, c'est au niveau des Baratheons, je crois. Bah, des Baratheons, puisque c'est Stannis, le sœur des Père Dragon. Donc, on aurait les maisons Celtigar, Velaryon, Mervaux, Bar-Aemon et Solver. Ouais. Donc, soit il l'aurait confié à Stannis, soit une des maisons que tu viens de citer. Mais bon, ça c'est... on sait pas trop pourquoi il aurait envoyé son fils là-bas. On sait que son fils, il est assez maladif. Et d'ailleurs, on sait aussi que sa mère, elle est beaucoup attachée à leur fils Robert Arryn. Donc, ça étonnerait que sa mère aurait bien voulu envoyer son fils loin d'elle comme ça, quoi. Et troisièmement, il est parti commander une nouvelle armure qui paraît bien luxueuse. Et chose étrange, il avait choisi Stannis et non Renly pour l'aider à choisir le motif, alors qu'on sait que le domaine de la mode chez les Baratheons est celui de Renly. Littlefinger s'en était d'ailleurs moqué. Ouais. Surtout, mais ce qui est étrange, c'est qu'on sait que ces 2 hommes n'ont pas l'air de nature à commander une armure de ce type. Ouais. Bon, déjà, Stannis, on en a parlé. Je pense que la dernière chose vraiment, quand il choisit une armure, je pense que la dernière chose qui l'intéresse, c'est le look. Et Jon Arryn, comme l'a dit Ned, le dit Ned dans le moment dans le chapitre, lui non plus, c'était pas son style du tout. Mm-hmm. Après, ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vu, et peut-être qu'il s'était mis, je sais pas, à devenir un peu coquet avec l'âge, mais en tout cas, ça ressemble pas au Jon qu'il connaît. Mm. En dernier lieu, il confirme que Jon Arryn avait l'air en forme avant sa mort. Donc en fait, ça c'est Robert aussi qui nous l'avait dit, hein. Qu'il avait l'air avant sa mort et tout, il avait l'air je crois qu'on dit dans le garçon de 30 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est dans le chapitre qu'ils le disent. Mm-hmm. Et qu'il paraissait assez proche de Stannis. Chose étrange aussi pour Ned, car Jon Arryn et Stannis n'étaient pas particulièrement proches. Et Ned s'interroge encore sur le départ de Stannis, mais maintenant sur les raisons de celui-ci. Pourquoi était-il parti pour Père Dragon? Ned, en premier lieu, évoque la peur, mais non. C'était pas le genre de Stannis Baratheon, lui qui avait été réduit à manger des rats et du cure de botte pendant 1 an,
pendant qu'il tenait le fameux siège d'Accalmie face aux Tyrell et au Redwyne. Alors le siège d'Accalmie, on en avait déjà parlé, Guillaume. Ouais. Donc ça, on savait, mais je crois qu'on savait pas par qui il était tenu. Non. Donc, On savait pas qui étaient les belligérants, en fait, de l'histoire. Donc vas-y, Guillaume, je te laisse Donc présenter. visiblement... Alors, comment on a... Est-ce que tu peux rappeler comment on en a entendu parler? Je m'en rappelle qu'on en avait parlé avec avec Donald Noy. Ouais. Mais après, je sais pas si, je pense qu'on en a parlé à d'autres moments parce que Non, juste avec Donald Noy. Que avec lui. D'accord, ok. Au cours duquel il avait perdu son bras. Son bras. Et donc là, alors, du coup, le siège d'Accalmie, donc les belligérants, tu peux le... Stannis, donc Accalmie, c'est un peu la capitale des Baratheons, quoi. Et était tenu par Stannis et face aux Tyrell et Redwyne. Ouais. Donc qui était du côté des Targaryens, visiblement. Ouais. Parce que ce siège était tenu lors de la rébellion de Robert. Alors du coup, on voit que Stannis c'est un homme assez dur, parce que franchement, s'il était pendant 1 an, tu manges des rats et des cures de bottes, c'est vraiment que soit t'as pas envie de lâcher ta maison, soit t'es vraiment un homme droit sur tes principes et que tu lâches pas, quoi. C'est un homme sérieux et qui, voilà. Ouais. Moi, ça me rappelle un truc dans la série plus tard, mais c'est juste tu sais, quand il dit, au début, on a mangé les chevaux, après, on a mangé les chats, bon, je m'en fous, j'aime pas les chats, après, on a mangé les chiens, bon, ça, c'est chiant, j'aime bien les chiens, ça m'a tué. Mais ouais, franchement, non, ce siège, il paraît assez horrible, quoi. Ouais. Je pense à un siège de 1 an, c'est un... Comment personne n'a des stocks pour 1 an. Non, mais c'est énorme. Franchement, Stannis, je sais pas, franchement, il a l'air intéressant, ce personnage, hein. Donc, c'était pas la peur qui a fait partir Stannis, hein, mais peut-être que Stannis avait eu un rôle à jouer dans la mort de Jon Arryn, se demande Ned. C'est vrai que c'est assez bizarre, hein, qu'il soit parti directement comme ça, qu'on l'ait pas revu juste après le départ de Robert, ça paraît un peu précipité, hein. Et surtout, comme on sait pas ses raisons, Stannis a pas l'air de proche de beaucoup de monde, à part de Jon Arryn, mais comme Jon Arryn est mort, du coup, ça laisse beaucoup de questions en suspens. On apprend par ailleurs que c'est Stannis qui a conquis l'île Targaryenne, d'où Daenerys était donc l'île Targaryenne, c'est Père Dragon, hein, d'où Daenerys était ensuite après sa naissance vers Essos. Donc Stannis, il a eu un grand rôle à jouer, hein, pendant la guerre, parce qu'il a à la fois tenu Accalmie, et ensuite il s'est emparé de Père Dragon. C'était vraiment un homme loyal pour Robert et un homme efficace. Heureusement, c'est son frère. Bon, efficace, il devait pas forcément l'être, mais au moins loyal. Efficace, il a été. Tenir Accalmie et récupérer Père Dragon. Oui, ça, t'es pas obligé d'être efficace, mais il l'a été. Donc sûrement, Père Dragon, ça a été sa récompense pour s'en être emparé. Parce que maintenant, on sait que Stannis, c'est le sire de Père Dragon. Et non d'Accalmie. Mais c'est vrai que, bon, tenir Accalmie pendant 1 an et pas récupérer le siège, sachant que t'es le frère aîné, peut-être qu'après, Père Dragon, c'est une terre qui est plus noble, plus valorisante que Accalmie. Mais bon, c'est quand même lui qui a tenu la terre des Baratheons pendant 1 an, quoi. Mais la chose la plus étonnante était que les 2 hommes se rendaient régulièrement dans un bordel. C'était de l'ordre de l'impossible pour Ned, mais aussi pour le lecteur, car on apprend au début de ce chapitre sur Stannis, par Renly, les caractéristiques de ses devoirs conjugaux, quoi. Ouais. Et qu'il les considère un peu comme un devoir, on l'a dit. Moi, je le vois bien, genre, bonjour, nous allons pratiquer le coït. Tu vois, genre, un mec un peu... Ça fait plus ça penser à Sheldon dans The Big Bang Theory. Je suis pas un grand fan des sitcoms, je t'avoue. Mais oui, voilà, quoi, ça a pas l'air d'être le type de genre, le type de mec à se rendre dans un bordel, quoi. À part si, justement, pour se libérer de ses pulsions. Ouais, peut-être. Non, mais Jon Arryn, pareil et tout, ça a pas trop l'air d'être un homme. Après, la graine est peut-être très très vigoureuse, hein, je sais pas. Non, mais bon, c'est chelou, y aller entre potes, en plus, ouais, bon, bref, c'est louche. Par contre, dans le chapitre, c'est cité quelqu'un qui y allait souvent, bah, c'est Robert. Robert, a l'habitude. Bon, on va découvrir qu'il y a justement ça des conséquences à la fin de ce chapitre. Ouais. Et mais du coup, oui, Stannis était pour Ned, je cite, un homme de devoir à vous en dégoûter. Ned se prépare alors à rendre visite à l'armurier où Jon Arryn avait passé commande. Jory suggère de mettre Renly au courant de toutes ces informations, mais Eddard est quelque peu circonspect.
il ne sait quoi pas... Putain. Il ne sait pas quoi penser de Renly, et récemment, celui-ci lui a montré un portrait de Marjorie Tyrell. Donc on le rappelle, hein, c'est la sœur de Loras Tyrell, la petite sœur de Loras Tyrell, mais aussi de... Alors, est-ce que Guillaume, tu peux rappeler un peu la généalogie des Tyrell? Donc le seigneur Tyrell, c'est Mace Tyrell. Il a 3 fils. Les 2 premiers, je m'en souviens pas. Le 3e, c'est Loras. Alors les 2 premiers, c'est Willos. Le premier, c'est Willos. Le 2e, Garlan. Donc comme tu l'as dit, le 3e, Loras. Loras. Et il a, il me semble, 2 filles, je crois. Une fille. Une fille. Donc Marjorie Tyrell. Et selon lui, on prétend qu'elle ressemble beaucoup à Lyanna Stark, la sœur de Ned, ce qu'il réfute immédiatement. Mais en fait, ce geste étonne fortement Ned. Et du coup, Guillaume, moi je te pose la question, pourquoi tu penses que... comment tu décryptes ce geste, le fait que Renly il ait montré ce portrait de Marjorie Tyrell à Ned en lui demandant si elle ressemblait à Lyanna? C'est vrai que j'ai du mal à comprendre son action. Franchement, je sais pas pourquoi il a fait ça. Hein. C'est vrai que le lien entre Renly et Lyanna... Enfin, Robert, on savait qu'il y avait un lien entre Robert et Lyanna. Mm-hmm. Mais Marjorie, le rapport que ça peut avoir avec... Alors c'est vrai que ça, c'est... je le dis je sais pas si je le laisse en off ou en on, mais ça c'est un truc qui apparaît pas, c'est une scène qui apparaît pas du tout dans la série. Non. Et donc c'est vrai que justement à partir de ça, c'est intéressant de savoir si à partir de toi, de tes déductions, est-ce que tu pourrais comprendre pourquoi ce geste a été effectué? Parce que c'est pas du tout une intrigue qui apparaît dans la série, ça. Non. D'accord, ok. Bon, en tout cas, il a demandé si elle ressemblait à Lyanna, ce que Red réfute fortement. Eddard charge Jory de faire la tournée des bordels, c'est que Porter, désolé, on voit beaucoup des gardes je crois que c'est le chapitre où on voit le plus de gardes de Ned, hein. Parce qu'ils apparaissent tous, leurs noms apparaissent tous dans les appendices, mais bon, c'est vrai qu'ils apparaissent par-ci, par-là, ils ont pas l'air très importants, mais ouais. Après, ils ont pas beaucoup de personnalité, on va dire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Ned, ils sont un peu creux, je trouve, pour les coups, les personnages, ils sont un peu creux quand même. Enfin. Je sais pas, tous les personnages ou les gardes de les gardes, ouais. Non, mais après, c'est pas un défaut, hein. Peut-être s'ils sont pas très importants, c'est pas forcément un défaut, mais en tout cas, ils sont très creux, je trouve, les gardes. Ouais, on a l'impression qu'ils ont juste une utilité, c'est servir Ned, quoi, bon. Ouais. Donc ce qu'un des gardes Porter avait déjà fait, donc faire la tournée des bordels, et Ned lui se fait accompagner par Jax et Varley, 2 autres gardes à l'armurerie. Sur la route de l'acier, près de la porte de la Réale, qui se nomme la porte du fleuve, mais qu'on appelle dans le jargon la porte de la Gadoue, se tint un moment de cohue, au cours duquel on découvre Lord Beric, qui possède une barrière représentant un ciel nocturne zébré d'un éclair vermeil. Il venait, semble-t-il, pour remporter le tournoi de la main, ou le tournoi du roi, qu'importe. Et donc voilà, on voit que voilà tous les seigneurs, les chevaliers, les lords commencent à arriver. Ned arrive enfin à l'armurerie où le propriétaire, Tobomot, l'accueille chaleureusement. Il commence par lui vanter les mérites de ses armures. Un certain chevalier des fleurs s'était équipé chez lui, de même que Renly Baratheon. Donc on sait pas trop qui c'est ce chevalier des fleurs, mais en tout cas Renly s'équipe là-bas et on sait que Renly aime les belles armures, en tout cas les armures de qualité. Donc on comprend que ça peut être la vérité, hein, que vraiment, il mérite le prix de ses armures, quoi. Ce Tobomot propose donc une de ses armures à Ned, ou bien une épée. D'ailleurs, il s'était initié au travail de l'acier valérien dans les forges de Qohor. Donc Qohor, c'est une cité libre, et on devait connaître des formules magiques pour reforger de l'acier valérien. Alors du coup, Guillaume, moi je te pose une question, c'est-à-dire que, ok, on sait que justement, donc que ce type-là, semble-t-il, c'est forger l'acier valérien. Mais on sait aussi que l'acier valérien, c'est très rare. Mais comment se fait-il alors que ça soit aussi rare, sachant que des gens savent encore la former? Bah, pour moi, c'était un art perdu, donc soit il mytho sur sa capacité à faire de l'acier valérien, soit il sait juste reforger le truc sans
sans le forger de A à Z, peut-être le remanier ou un truc comme ça, mais sans le forger de A à Z. Donc il aurait besoin parce que d'acier valérien existant pour le reforger. Ouais, s'il était capable d'en faire, il y en aurait beaucoup plus, quoi. Je pense que et c'est juste un mec, c'est pas il est pas mage ou je sais pas quoi. Ok, donc oui, c'est vrai parce qu'il dit qu'il doit utiliser des formules magiques. Hein. Donc soit il ment, soit comme tu l'as dit, il peut pas forger de l'acier valérien à partir de 0. Mais il saurait le travailler, quoi. Ok. Mais Ned n'était pas là pour une épée, sachant qu'il a déjà son épée en acier valérien. Hein. Ouais, je pense que c'est bon. Je crois qu'il est équipé. Hein. Il est équipé pour ça. Il apprend par l'armurier que Jon Arryn et Stannis non plus n'étaient pas venus pour une armure, mais qu'ils étaient là pour voir un certain garçon. Alors Ned souhaite le voir aussi. Et, arrivant dans la forge, Tobomot lui présente alors Gendry. Celui-ci paraît assez brut, notamment lorsqu'il refuse de céder son aume de taureau au corps incurvé à Ned Stark. C'est d'ailleurs parce qu'on le surnomme justement la tête de taureau qui s'est forgé ce aume. L'amant du roi l'interroge alors sur le motif de la venue de Jon Arryn, et l'ancien seigneur des Airiers avait seulement posé des questions à Gendry sur sa vie actuelle et surtout sur sa mère. Celle-ci est morte lorsque Gendry était jeune. Et Gendry laisse alors Tobomot et Ned seuls. Donc du coup, c'est vraiment explicité que Jon Arryn pose des questions sur la mère de Gendry, sachant qu'il regardait un livre sur l'histoire et la généalogie des 7 couronnes, que ses dernières phrases étaient la graine est vigoureuse, et qu'on va apprendre le secret de Gendry à la fin du chapitre, tout commence à faire un peu lien, quoi. Le seigneur de Winterfell demande alors qui payait pour l'apprentissage de Gendry. On apprend que c'est un seigneur mystérieux qui le faisait, et très cher, à la fois pour l'apprentissage de Gendry, mais aussi pour le silence de l'armurier. C'est vrai qu'il y a une certaine description de ce seigneur qui nous donne de l'argent à Tobomot. Est-ce que tu as reconnu par ses caractéristiques physiques qui ça pourrait être? Au début, j'ai galéré. Je me suis dit, vas-y, c'est quoi le roux là, la barbe, le roux, machin. Je me suis dit qui avait bien pu l'envoyer là-bas, donc ça peut pas être Stannis, ça peut pas être Jon. Robert, je pense qu'il s'en battrait les couilles, il se prendrait pas la tête pour le cacher, pour faire taire je pense qu'il s'en battrait les couilles. Et après j'ai tiqué quand même sur le gros velours violet. Et il me semble c'est pas un truc lié à Lord Varys, ça, le gros velours violet, on l'a pas déjà vu? Alors faut que tu me dises à quel moment. Je crois qu'il est déjà décrit en velours violet. Alors on peut la regarder parce que ce Varys il apparaît justement dans le chapitre de Catelyn lorsqu'il apparaît à Port-Réal. Et quand il est corpulent, rond d'épaule, moins grand. Après la barbe c'est bizarre. Richement vêtu, gros velours violet, brochet d'argent. Il y avait un capuchon. Je me demande si c'est pas Varys. Alors non, en fait, on dit qu'il a du velours douillet. Ah putain. Mais il porte une longue chemise flottante de soie pourpre. Le pourpre, ça peut s'apparenter au violet. Hein. Ouais, ok. Donc tu penses que ça serait Varys? Ouais. Qu'il aurait mis une fausse barbe. Ok, mais alors du coup, juste pourquoi Varys? Je sais pas, parce que faire des coups fourrés, pour moi c'est Varys, tu vois, faire des coups fourrés. Mais ok, quel serait l'intérêt de Varys à faire ça? Pourquoi Varys? Comment il serait au courant? Lui nous le dire, là, je sais pas. Je sais pas. Non mais franchement, je me dis, mais Robert il l'aurait pas fait. Il faut que ce soit un mec un peu corpulent. Je me dis, pour qu'il y ait si peu de monde au courant, je me dis, ça, c'est sûrement Varys. Mais après, pourquoi il aurait intérêt à faire ça? Pourquoi il aurait intérêt à payer pour l'apprentissage Ouais, à cacher un bâtard. À moins qu'il sache, qu'il soit au courant de quelque chose qui menace les bâtards, je sais pas. Mais oui, c'est flou, hein. Ok, bon, soit. Alors, pour l'instant, tu penses que c'est Varys, alors? Ouais. D'accord. Je sais pas si on l'ajoute à notre question
à nos questions qui a payé pour l'apprentissage de Gendry, mais bon, peut-être que ça serait justement intéressant à rajouter. Hein. Parce que c'est une question vraiment dont on n'a pas la réponse, et je pense que c'est une question dont on apprendra la réponse plus tard, mais pour l'instant, c'est vrai on est totalement dans l'inconnu, quoi. Mais en tout cas, je note à côté de la question qui a payé pour l'apprentissage de Varys, théorie de Guillaume de Gendry, pardon, théorie de Guillaume Varys. En tout cas, Ned semble avoir découvert le secret de Gendry et est sûr que Tobomot le sait aussi, mais l'armurier refuse fermement d'en dire plus. En fin de chapitre, on découvre enfin le secret du jeune garçon. Et tu l'as dit dans ton résumé, Guillaume, c'est le bâtard de Robert, un de ses fils illégitimes. Mais la question que se pose Ned, c'est pourquoi cela avait-il coûté la vie à Jon Arryn? Alors du coup, Ned, à la fin du chapitre, il fait le lien entre l'identité de Gendry et la mort de Jon Arryn. Alors que ça se trouve, ils ont pas de lien ensemble, quoi. La mort de Jon Arryn et ouais, bah bon là, je pense que quand même, tout lecteur normalement constitué, sans quand même un peu venir le truc. Je pense on sait que Cersei, la femme du roi, couche avec son frère. Donc déjà, tu peux te douter que c'est possible qu'elle soit tombée enceinte de Jaime et pas de Robert. Mm-hmm. Donc ça voudrait dire que potentiellement l'un des enfants n'est pas fils de Robert, et que potentiellement l'héritier du trône n'est pas l'héritier de Robert. Donc déjà ça c'est rien que ça ça peut causer un énorme problème en termes de succession. Jon Arryn a une obsession avec la succession visiblement, avec la généalogie des maisons, est parti à la recherche d'un bâtard qui se trouve chez l'armurier Théobomot, mais aussi a fait un peu la tournée des bordels dont on savait l'affection tout particulière qu'avait Robert pour les bordels. Donc probablement chercher des bâtards qu'il aurait eu avec des prostituées. De là, je pense que la question, enfin vraiment, on a l'impression que ce qui a coûté la vie de Jon Arryn, c'est d'avoir découvert que l'héritier de Robert n'était en fait pas l'héritier de Robert. D'accord. Donc ça serait ta théorie. C'est vrai que du coup, Jaime et Cersei, comme tu l'as dit, on sait qu'ils couchent ensemble. Donc on le rappelle, Cersei c'est la reine et Jaime, voilà. Bref, on sait qui c'est. Que du coup, il y aurait un problème au niveau de l'héritage de Robert, parce que ils auraient eu un des enfants, ou plusieurs des enfants de Cersei et Jaime, ne seraient pas de Robert. Et donc ça serait pour ça que Jon Arryn serait mis en charge de rechercher les bâtards de Robert. Ok. Qu'est-ce qui serait plus légitime que... Bon, légitime, je sais pas, parce que c'est des bâtards. Hein. Ouais, mais plus que, tout simplement, pas le fils de Robert, quoi, que Geoffrey. C'est ça. Que Geoffrey Lannister, du coup, et pas du tout Baratheon. Oui. Geoffrey Baratheon, d'ailleurs. Oui. Ce serait si c'est pas le fils de Robert, c'est Geoffrey Lannister. Oui. Quoi qu'il serait hors mariage, lui aussi, donc ce serait aussi un bâtard. Hein. Comment ils s'appellent les bâtards de l'Ouest? Pour l'instant, on sait pas encore. Tu me le dis en off. Moi, j'aime bien les noms des bâtards. La façon, c'est que dans le Nord, c'est Snow, du coup, par rapport à Jon Snow. Ouais. On sait que à l'Est, au niveau du Val d'Arryn, c'est Stone, parce que dans les appendices... Il y a Mia Stone, je crois. Ouais, une fille qui s'appelle Mia Stone. Alors pour l'instant, on sait pas... Je sais plus exactement sa description dans les appendices. Je vais regarder. Donc Mia Stone, c'est une bâtarde qui est au service de Nestor Royce, le surintendant du Val. Et je crois que c'est que les deux noms de bâtards qu'on a pour l'instant. Hein. D'accord. Tous les coups, je suis sûr que c'est genre un truc rock. Non, alors dans les appendices, on a aussi, j'avais oublié le nom des bâtards qu'on a au niveau au jardin, donc du bif. Alors c'est Flowers, parce que dans les appendices, quand on regarde au niveau de Mess Tyrell, donc le seigneur de Haut-Jardin, il a un oncle qui s'appelle Garth, surnommé la Brute, qui est le Lord Sénéchal de Haut-Jardin, et il a deux bâtards qui s'appellent Garth et Gareth Flowers. D'accord. Enfin voilà. Du coup, Guillaume vous a révélé sa théorie concernant les dernières recherches de Jon Arryn et ce pourquoi justement il serait mort. Alors du coup, il serait mort à cause de ça. Ça voudrait dire que quelqu'un aurait découvert qu'il ferait ses recherches
Donc ça confirmerait le fait que ce serait les Lannister qui auraient causé la probablement mort. ouais. En tout cas, c'est les coupables coupables idéal. Comme le disait la lettre de Lisa à sa sœur, c'est sûr que les Lannister avaient tout intérêt à faire taire Jon Arryn s'il avait découvert que Joffrey n'était pas l'héritier légitime du trône de fer. Donc voilà. En tout cas, on a terminé avec ce chapitre qui était assez riche. On espère que vous l'avez aimé et que vous avez aimé l'épisode. Et puis on vous retrouve pour un prochain épisode. Sur Catelyn, il me semble. Ouais, sur Catelyn. On vous dit à la prochaine.